va parler du ventricule droit chez le fœtus. J'ai fait ce joli cœur stylisé qui met en évidence le cœur droit, le ventricule droit qui nous occupe aujourd'hui. Je trouve que c'est une super thématique. Moi, j'aime beaucoup ce ventricule droit. Je le trouve mignon, en fait. Et en plus, depuis que Lucille, tu nous as dit qu'il était tout jeune. Il est tout jeune. Il a des millions... Hein? Donc on va parler d'un fœtus dans le fœtus, quoi. C'est un peu, il y a un truc un peu comme ça de. Donc voilà, je le trouve mignon et ce ventricule droit, il est d'autant plus attachant qu'il est il est résilient, il est conciliant. C'est un bon ami. Pendant toute la vie fœtale, finalement, ce ventricule, il va faire le taf. Il va faire le taf de la circulation circulation systémique, comme on peut le voir ici, avec ce ventricule droit sous pression, le côté aplati du septum interventriculaire. Il participe à la circulation systémique, il fait face au placenta, comme on peut le voir sur ce Doppler. Donc c'est un ventricule qui bosse, hein. Il est assez courageux. Puis si on lui en demande un peu plus en fin de grossesse, que le débit du cœur droit augmente, il s'adapte. Donc, il se dilate un peu, il se contracte, il s'adapte, même dans des conditions un peu extrêmes de surcharge diastolique, comme les fistules artério-veineuses. Il y arrive aussi, jusqu'à un certain point, évidemment. C'est un ventricule qui s'adapte. Et puis, à la naissance, pof, on lui dit placard. Retraite. Il est tout nouveau-né et on lui dit retraite. Voilà, c'est pas super cool. Il y a quand même pas beaucoup d'organes à qui on fait subir ça. Il y a un plein qu'on libère. Les poumons, c'est la libération. Le tube digestif, j'en parle pas. Là, franchement, le ventricule droit, c'est une humiliation. On lui dit, hop, pause, standard, allez, tu te mets au placard. Donc, pas super cool. Et pourtant, il va le faire. Alors, il n'est quand même pas si con que ça non plus. Il y a des limites à ne pas dépasser. Et ces limites, on va peut-être voir qu'on peut les atteindre parfois. Et en particulier dans les obstacles pulmonaires, valvulaires surtout, on peut voir apparaître des anomalies du ventricule droit. Évidemment, on parle des obstacles valvulaires quand quand le ventricule droit fait face à une sténose valvulaire. On sait qu'il va avoir tendance, en réponse à cette élévation de la post-charge, il va s'hypertrophier. Et puis, parfois, en réponse à une post-charge trop élevée, une atrésie, il va pouvoir évoluer de différentes manières. Il peut éventuellement se dilater. C'est pas très courant dans le ventricule droit. C'est plutôt l'apanage du ventricule gauche. Et on va plutôt avoir des réactions d'hypertrophie, de perte de la fonction diastolique du côté du ventricule droit. Alors ça donne ce type d'image qu'on va pouvoir voir, que beaucoup d'entre vous qui font de la cardiologie fœtale ont déjà vu dans des sténoses valvulaires modérées, où il y a encore un passage antérograde à travers la valve pulmonaire. On voit ce ventricule droit qui s'est épaissi, un peu plus épais que le ventricule gauche, mais qui semble, ma foi, donner tous les signes de bonne tolérance et de bien-être. Et puis, lorsque l'obstacle se corse un peu, on a, dans cette atrésie valvulaire, par exemple, on voit très bien le flux rétrograde dans le canal artériel sur la vidéo de gauche. Et bien, à droite, on a un ventricule qui donne des signes de lutte, qui s'est hypertrophié, qui a une perte de sa fonction diastolique, dont la cavité fonctionnelle s'est réduite. Et puis, lorsque la situation se dégrade encore plus, on peut avoir des situations comme celle-ci où le ventricule apparaît quasiment inexistant avec une valve tricuspide qui est d'extrêmement petite taille, s'ouvrant à peine. On peut voir d'autres types d'anomalies comme les fuites, bien sûr, la fuite de la valve tricuspide avec des fuites qui peuvent être d'intensité extrêmement variable. Cette fuite, une fuite tricuspide massive qui dilate l'oreillette gauche ou une fuite tricuspide extrêmement minime dans cette forme
d'atrésie pulmonaire à septum intact avec une hypoplasie du ventricule droit. Donc, sur le plan fonctionnel, on voit des fuites et puis on peut voir, je remercie Daniela qui m'a donné ces images parce qu'elles ne sont pas toujours évidentes à avoir. On peut voir aussi ces images de fistules, d'anomalies qu'on suspecte, enfin d'anomalies coronaires, de fistules coronaires qu'on peut craindre en particulier après la naissance et dont on sait que, et on verra que elles peuvent, la circulation coronaire ventriculaire, myocardique peut dépendre via ces fistules, peut dépendre du ventricule droit. On ne sait pas encore grand-chose de tout ça en prénatal. En tout cas, quand on voit des petits flashs comme ça dans ventricule droit en particulier, on peut suspecter qu'il y ait des sinusoïdes, mais une circulation dépendante du VD. Alors, toutes ces anomalies, on peut les observer. Qu'est-ce qu'elles nous disent réellement maintenant, en pratique ? Ce ventricule droit, il est sympa. On a dit, il est sympa. Et en plus, il parle. C'est vraiment un bon ami qui cause. Parce que dans les obstacles valvulaires pulmonaires, finalement, l'origine causale, enfin, la valve pulmonaire, elle nous dit rien. Elle nous dit rien de la maladie, c'est pas elle qui parle, c'est pas elle qui va nous dire grand-chose du pronostic de ces anomalies, c'est le ventricule droit qui est le seul, qui est notre seul interlocuteur finalement. Donc il est sympa et il est causant. Alors il va nous parler, il va nous dire des choses sur les causes éventuelles, sur le pronostic de l'anomalie, sur l'histoire naturelle aussi. Les causes. Qu'est-ce qu'il nous dit sur les causes éventuelles de ces obstacles valvulaires pulmonaires ? Il y a très longtemps, vous êtes tous les maîtres devant, on parlait, je me souviens quand on était interne, on parlait dans les formes un peu modérées de sténose pulmonaire, on disait qu'il y avait peut-être des étiologies infectieuses, des choses comme ça. C'est un vieux souvenir que j'ai, mais je ne crois pas qu'on en parle aujourd'hui. Autrement dit, je ne pense pas qu'il y ait d'origine externe. En tout cas, je n'ai pas trouvé de preuve de tout ça, que ces sténoses valvulaires pulmonaires soient liées particulièrement à une agression. On sait, le syndrome transfuseur-transfusé, c'est un petit peu particulier. En tout cas, pour des grossesses monofétales, je ne crois pas qu'il y ait d'anomalies de ce genre. Alors, c'est probablement une anomalie du développement. Est-ce que c'est une anomalie du développement de la valve qui a des conséquences sur le VD, anomalie du développement du VD en lui-même, on l'a évoqué ce matin. On n'a pas forcément beaucoup de réponses de ce côté-là. En revanche, on peut quand même, sur l'aspect du ventricule droit, ce qui va nous dire, c'est éventuellement, quand même, sur la causalité, c'est est-ce que je fais face vraiment, est-ce que le diagnostic, c'est celui d'une sténose valvulaire pulmonaire originelle ? Ici, on voit sur cette première vidéo un obstacle valvulaire pulmonaire qui est manifeste avec une sténose et peut-être une fuite. Et puis, si on regarde sur l'autre vidéo, on a un aspect de ventricule droit qui est absolument non hypertrophié, une fuite tricuspide qui est majeure, mais un ventricule droit qui a en apparence une morphologie qui est tout à fait normale. Et qu'est-ce qu'il va nous dire ? Du coup, ce ventricule droit, il va peut-être nous dire que l'origine causale n'est pas la valve pulmonaire, mais peut-être la valve tricuspide qui est responsable d'une sténose fonctionnelle et puis organique de la valve pulmonaire. Donc, il nous dit des choses quand même sur les causes, tout comme sur cette vidéo, où on voit cette hypertrophie ventriculaire droite majeure qu'on voit assez rarement dans les abscies. On a dit que l'évolution allait plutôt vers la perte de la fonction diastolique, l'hypertrophie et la diminution de la taille de la cavité droite. Ici, quand on a une cavité droite très dilatée, hypertrophiée, voire une dysfonction du ventricule, on va plutôt s'orienter vers une sténose du canal artériel, par exemple, si on est plutôt dans le dernier trimestre de la grossesse, plutôt qu'une atrésie pulmonaire. Ça ressemble à un obstacle. On a les composantes de l'obstacle, la réaction par hypertrophie à l'obstacle, mais l'origine peut être tout à fait différente d'un obstacle valvulaire. Qu'est-ce qui nous dit maintenant ce ventricule du pronostic ? Parce que finalement, ça va être beaucoup autour de ça que ça va tourner.
Qu'est-ce qu'il nous dit du pronostic de l'anomalie de ce dont il souffre lui-même? Le pronostic, il est intimement lié à ce que va devenir la cardiopathie. Autrement dit, est-ce qu'elle va devenir une cardiopathie à 2 ventricules ou un non 2 ventricules, c'est-à-dire 1 ou 1,5 ventricules. Le pronostic, il est vraiment lié à ça. Et là, on n'a pas les données en prénatal, puisqu'il faudra attendre le postnatal la plupart du temps pour pouvoir en juger. Mais on peut quand même apprécier un certain nombre de choses. Alors, c'est un enjeu majeur, effectivement, de pouvoir déterminer en prénatal si on aura une évolution vers le uni, bi ou 1,5 ventricule. Si on sait qu'en termes de mortalité ou en termes de morbidité ou d'aspect fonctionnel, si on va vers de l'univentriculaire, ce n'est pas une surprise que la mortalité, la survie sera moins bonne et que les capacités fonctionnelles le seront moins aussi. Donc, on a plutôt envie et intérêt à discerner, à trouver tous les critères qui vont nous faire dire que l'évolution se fera vers l'une ou l'autre des stratégies uni ou biventriculaires, parce qu'en fait, en prénatal, on a aussi toujours cette idée que en cas de cardiopathie potentiellement incurable, l'interruption médicale de grossesse pourra être discutée. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver justement à discerner quand ça va mal tourner ou quand ça sera réparable? Il y a des caractéristiques morphologiques qui nous permettent quand même assez nettement de pouvoir différencier ces deux évolutions possibles. C'est pas très nouveau. Alors, il y a pas mal d'études. La dernière en date, celle de Villalin, qui date de 2023, qui reprend en fait l'ensemble des études précédentes. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que grosso modo, et c'est pas une grande surprise, donc tous ces critères morphologiques vont être très dépendants de la taille du ventricule droit, en particulier la taille de l'anneau tricuspide, et qu'un Z-score inférieur à -3 DS, il y a une forte probabilité d'aller vers l'univentriculaire. Le signe le plus fort, c'est celui du rapport des anneaux tricuspides sur mitral. Inférieur à 0,7, on a vraiment une probabilité très très forte que ça ne puisse pas être réparable, avec un risque relatif qui va être très très élevé. Et donc c'est un signe très sensible dans toutes les études, qui est très sensible et spécifique, donc de l'évolution vers une cardiopathie univentriculaire. Et puis on peut aussi mesurer longueur du VD sur longueur du VG. Ça marche aussi. Puis quand on compose les trois, et si les trois critères sont présents, alors effectivement, on aura une probabilité qui va être extrêmement élevée d'évolution vers une cardiopathie univentriculaire. C'est pas toujours instinctif ou intuitif quand on voit ici cette image avec un ventricule droit qui est hypertrophié, dont la cavité semble très très petite. Si on mesure la taille des anneaux tricuspide et mitral, ils font la même taille, et finalement le rapport des deux est quasiment de 1. C'est donc plutôt de bons pronostics, et l'avenir nous dira effectivement que chez ce bébé, il aura pu être réparé sur 2 ventricules. Alors même que cette image, si on s'attarde à la taille simplement, au volume du ventricule, on pouvait être relativement inquiet. Donc ce signe est très très fort, ce signe du rapport de taille des anneaux. Et puis il y a des paramètres un peu moins morphologiques et plus fonctionnels. Et un des paramètres majeurs, c'est la fuite de la valve tricuspide. Comme ça, intuitivement, on pourrait se dire que s'il n'y a pas de fuite, c'est bien. Mais évidemment, c'est l'inverse. Le développement du ventricule droit en prénatal ne se fait qu'à la faveur de la création d'une fuite de la valve tricuspide. Plus il y aura de fuite tricuspide, et plus ça permettra de lever la post-charge du ventricule droit et de préserver sa fonction diastolique. Donc, une absence de fuite ou une fuite minime, et a fortiori à vélocité basse, c'est un facteur de mauvais pronostic et d'évolution, forte probabilité d'évolution vers une cardiopathie univentriculaire. Il y en a qui ont
proposer des mesures des temps de remplissage tricuspide sur le cycle cardiaque. Je n'ai pas l'expérience de ça, on ne le fait jamais. Évidemment, un élément aussi important, c'est la présence de fistules. Quand il y a des fistules, ça va augmenter considérablement le risque d'évolution vers une cardiopathie univentriculaire. Alors, comme on a parlé de strain ce matin, j'ai quand même mis du strain aussi pour dire que même le fœtus, on peut le faire. Et on peut le faire, mais on ne peut pas en dire grand-chose. On sait que techniquement, on peut le faire, mais en général, on va être confronté à des ventricules qui vont être très petits, donc très petite taille, et très dysfonctionnants, voire akinétiques ou très hypokinétiques. Et finalement, c'est assez difficile, on galère pas mal pour sélectionner la région d'intérêt et obtenir des courbes qui ressemblent à quelque chose, qui ressemblent souvent pas à grand-chose. Ce qu'on sait, parce qu'il y a des papiers quand même, des gens qui ont travaillé dessus, c'est que ce strain, sans surprise, il est évidemment extrêmement abaissé. La déformation myocardique est très abaissée par rapport à un cœur normal. Peut-être ce qu'on peut retenir, qui est encore plus intéressant, parce que ça, c'est sans surprise, c'est que quand ils ont séparé les groupes observé après la naissance avec ou sans fistule coronaire, on avait un strain qui était d'autant plus abaissé qu'on découvrait des fistules coronaires et une circulation VD dépendante après la naissance. Un mot de ce que nous dit ce ventricule droit sur l'histoire naturelle. On avait, pareil, il y avait peut-être des notions un peu anciennes que les formes sévères étaient des formes éventuellement précoces, survenues très précocement dans le développement, et les formes modérées, peut-être des formes tardives liées à des facteurs extrinsèques. C'est probablement pas vrai. La preuve, c'est qu'on voit des formes tout à fait modérées très tôt dans la grossesse, qui vont devenir des formes sévères ensuite. Donc, il n'y a pas de relation particulière, mais ce qu'on sait en revanche, et ça c'est quand même clair, c'est que donc il y a une évolution. Il y a une évolution possible de ces formes, d'une forme modérée vers une forme plus sévère au cours de la grossesse. C'est la raison pour laquelle le suivi de toutes ces sténoses et atrésies pulmonaires à septum intact va être extrêmement important parce qu'on sait que ça évolue et ça évolue évidemment rarement dans le bon sens. Quand on prend, même sur cette série, avec des sténoses extrêmement modérées au départ, eh bien, il y en a un certain nombre qui évoluent vers des sténoses pulmonaires critiques. Ou des abscies. Quand on prend des sténoses significatives, il y en a qui évoluent vers des abscies, des formes critiques. Et quand on prend les formes critiques, un certain nombre évoluent aussi vers des atrésies pulmonaires à septum intact. Donc il y a une évolutivité dans ces pathologies et donc d'où la nécessité vraiment importante de les suivre. Et s'il y a une évolutivité dans un sens, on peut aussi se poser la question, est-ce que ça peut évoluer dans l'autre sens? Est-ce qu'on pourrait faire en sorte que la situation s'inverse si on pouvait agir sur cette valve pulmonaire pour soulager le ventricule droit? La réponse est, pour un certain nombre d'auteurs, elle est oui. On peut obtenir, quand on dilate en prénatal, une valve pulmonaire, on peut obtenir des résultats, un gain en termes de mesure de l'anneau tricuspide, de mesure du rapport tricuspide sur mitral. C'est possible. C'est pas tellement notre expérience à Necker. Guity, tu pourras commenter ça éventuellement. Je pense qu'il y a des questions. Dans tous ces papiers, on a évidemment, les aspects techniques ne sont pas toujours très, très bien décrits. Et nous, je pense que tu le diras, mais c'est surtout confronté à un problème technique que ces ventricules droits qui sont très petits, hypertrophiés, dont la cavité ventriculaire est très réduite, c'est techniquement difficile d'aller introduire du matériel et de pouvoir réaliser dans de bonnes conditions une dilatation de la valve pulmonaire. Mais bon, peut-être qu'ils font beaucoup mieux. Alors, voilà, c'était une petite présentation brève, assez légère en postprandial, juste pour rendre un petit hommage à ce ventricule droit que j'aime bien,
qui est donc un ventricule droit sympathique. C'est un bon ami. J'aimerais bien que alors, pas répéter tout ce que je viens de dire. En tout cas, on n'en parle pas assez, surtout quand en post-natal, on l'a vu ce matin, c'est vraiment le ventricule gauche qui vient prendre toute la place, et le ventricule droit, c'est le parent pauvre de la cardiologie. Et j'aimerais bien que ce ventricule gauche prenne un peu conscience qu'il a à côté de lui un ami fidèle, serviable, et que, comme le disait Henri Gara en 1930, pour ceux qui s'en souviennent, et qu'on déjà... J'aimerais bien qu'il puisse se dire qu'avoir un bon copain, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde.